Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des aspects juridiques de la création d'entreprises pour l'exercice spécifique d'une activité libérale propre au métier de la relation d'aide. Alors, on va fonctionner en 4 temps. Dans un premier temps, on va regarder ensemble les critères de choix entre les différentes façons de structurer son activité professionnelle. Et là, l'idée, c'est vraiment d'attirer votre attention sur les enjeux lorsque l'on va sélectionner l'une ou l'autre des options rendues possibles dans cet arsenal de modalités de structuration, de comprendre les enjeux pour que vous puissiez ensuite, en conscience et vraiment en bonne connaissance de cause, choisir ce qui vous conviendra le mieux. Dans un deuxième temps, je vais aborder les possibilités de cumul qui sont offertes entre l'exercice d'une activité en entreprise individuelle avec d'autres activités ou bien d'autres statuts pour pouvoir avoir un éventail un petit peu large des différentes situations possibles, étant donné bien sûr qu'on est dans le contexte d'une reconversion professionnelle et que ces chevauchements d'activités ou de statuts sont assez, assez fréquents. Et dans un troisième temps, je vais vous faire une présentation spécifique de la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est la structure qui est la plus plébiscitée pour le lancement ou bien le test d'une activité. Et enfin, je terminerai par une présentation des points de vigilance qu'il faut avoir lorsque on exerce une activité dans le secteur du bien-être en raison de sa proximité parfois avec d'autres professions qui sont, elles, réglementées et pour éviter toute forme d'empiètement sur un secteur réglementé. Alors, on va commencer donc par ces critères de choix entre les différentes façons de structurer son activité professionnelle. Alors, je vais vous montrer voilà, un schéma vraiment de synthèse des différentes options qui existent. Comme ça, à différents moments de la formation, ça vous permettra. Alors, je vous ai préparé un tableau de synthèse qui permet de bien visualiser l'ensemble des options possibles dans la structuration. Ce qui va permettre aussi, au fur et à mesure de la présentation, que vous puissiez bien situer à quel niveau on se trouve, dans quelle catégorie on se trouve, pour que voilà les compartiments soient bien clairs dans votre esprit. Donc, première question, donc quand on lance une activité, bien sûr, c'est est-ce que je me lance seule ou est-ce que je m'associe dès le départ à d'autres professionnels? Si je m'associe à d'autres professionnels, là, évidemment que la structure qui va être choisie, c'est une structure de société avec différentes formes possibles. On a la SARL, la SAS et puis bien d'autres encore. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'hypothèse où je me lance seule, puisque voilà, je suis dans une reconversion professionnelle de changement de mon métier. On va plutôt envisager cette hypothèse-là. Et à l'intérieur de cette hypothèse, donc, on a là aussi le choix entre une entreprise individuelle ou une société. Une société, dans ces cas-là, unipersonnelle. Entreprise individuelle, ça signifie que je ne crée pas une personnalité morale autonome. Je suis finalement dans mon activité la continuité de ma personne physique, de mon individualité. Alors que si je crée une société, même si je suis tout seul à la créer, donc je crée une société unipersonnelle, dans ces cas-là, je crée une personnalité morale autonome, donc qui va être traitée complètement séparément de moi en tant que personne physique, en tant qu'individu. Donc si je choisis une société unipersonnelle, là je vais avoir plusieurs possibilités, donc soit les plus fréquentes, le ERL, la SASU, ou encore d'autres. Et si je me situe donc dans l'entreprise individuelle, ce qu'on entend souvent comme le statut d'auto-entrepreneur, bon, en réalité, auto-entrepreneur, c'est un petit peu un abus de langage, ça correspond pas à un statut juridique, même si on le voit un petit peu partout. Le véritable statut, c'est l'entreprise individuelle, et à l'intérieur de cette entreprise individuelle, on va avoir différents régimes possibles
avec un régime donc dit du réel et un régime dit de micro-entreprise. Voilà. Et après, à l'intérieur même de ce régime de la micro-entreprise, on aura aussi des options qui seront possibles sur le plan fiscal. Donc, quels vont être les critères à prendre en compte pour se positionner entre le choix d'une entreprise individuelle ou d'une société unipersonnelle? Alors, je vous ai préparé un tableau, voilà, pour visualiser les points de comparaison entre les deux statuts. Alors, première chose qui est très importante, c'est que longtemps, le statut de société a été privilégié parce qu'il était un petit peu le seul, sauf une exception, mais qui était quand même pas très développée. Mais il était la seule possibilité qu'on avait de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel. C'est-à-dire, en gros, de mettre à l'abri son patrimoine personnel en cas de déconvenue dans son activité professionnelle. Or, depuis 2022, donc c'est assez récent, ce principe de séparation des patrimoines a été étendu pour les entreprises individuelles. Donc maintenant, on peut très bien s'installer en entreprise individuelle et bénéficier d'une séparation effective entre son patrimoine personnel et professionnel, ce qui évite de risquer la saisie de sa maison si on a voilà, des défaillances ou des faillites au niveau professionnel. Il y aura quelques exceptions à ce principe. On les verra un petit peu plus tard. Voilà, je vous donnerai peut-être un conseil pour éviter de tomber dans le champ des exceptions possibles à ce principe de séparation. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que ce principe est étendu à la forme d'entreprise individuelle, eh ben, ce n'est plus un critère en soi de choix d'une société. Voilà, on peut très bien choisir l'entreprise individuelle et bénéficier de ce principe-là. Éléments donc de comparaison entre les deux au niveau de la protection sociale. Alors, la protection sociale, quand on parle de protection sociale, ça va être tout ce qui va concerner eh bien, l'assurance maladie, les indemnités journalières, la maternité, la retraite, les prestations d'allocation familiale. Tout ça, bon, il faut être effectivement conscient du fait que la protection sociale est assez faible en entreprise individuelle et elle sera plus importante, cette protection, en société, parce que le dirigeant en société va pouvoir bénéficier d'une assimilation à un régime salarié, donc nécessairement plus protecteur. Mais bien sûr, la contrepartie de tout ça, c'est que le taux de cotisation est plus élevé donc dans le cas d'une société que dans le cas d'une entreprise individuelle. Donc si on regarde ensuite les coûts de création entre une entreprise individuelle et une société, bien sûr que l'entreprise individuelle va être beaucoup plus abordable, hein, parce que les coûts sont quasi nuls, alors que ils vont être plus élevés dans le cas d'une société, environ 1 000 €, parce que là on va avoir aussi besoin de recours à du conseil au niveau juridique pour la rédaction notamment des statuts. En termes de formalités de gestion, ça va être très simplifié pour l'entreprise individuelle, c'est un de ses grands intérêts, alors que on va tomber vraiment dans l'ensemble des obligations comptables, administratives, extrêmement complexes lorsque on va passer sur le modèle de société. Sur le plan fiscal, alors sur le plan fiscal, au niveau de l'entreprise individuelle, on va être donc imposé au titre de l'impôt sur le revenu, puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'entrepreneur et puis son entreprise. Donc l'imposition est la continuité finalement de mon imposition en tant qu'individu. Donc avec deux régimes possibles, et ça on le verra par la suite. Alors que donc cet impôt sur le revenu va être calculé selon des modalités un petit peu particulières selon chaque régime, alors que dans le système de société, seul le VRL va être imposé au moyen de l'impôt sur le revenu,
alors que la SASU pourra bénéficier de l'impôt dit sur les sociétés. Mais on a aussi des options possibles dans l'un et l'autre cas pour quand même bénéficier de l'impôt sur les sociétés ou revenir sur l'impôt sur le revenu, ce qui fait que voilà, on peut aussi finalement le choix d'un statut va quand même permettre d'exercer certaines options si on le souhaite sur les modalités d'imposition. Si on a besoin dès le départ de lever un certain nombre de fonds, c'est-à-dire d'avoir recours à l'emprunt, de convaincre un banquier, là, ça va être assez compliqué de pouvoir être suivi. Si on a opté pour une entreprise individuelle, un banquier demandera souvent d'avoir une forme de société qui bénéficie d'un capital social, donc de garantie pour les éventuels créanciers de la société. Donc, évidemment, si vous projetez d'avoir des investissements importants, il sera plus opportun de vous pencher sur la structure d'une société. Voilà. Alors, si vous choisissez effectivement d'aller vers la structure d'une société, donc on a dit les principales en mode unipersonnel, c'est le URL ou bien la SASU. Donc au niveau des différences entre l'une et l'autre, bon, au niveau fiscal, je dirais pas que la différence est très importante puisque le principe est que le URL est soumise à l'impôt sur le revenu alors que la SASU à l'impôt sur les sociétés. Mais comme on a des possibilités d'options dans l'un et l'autre cas pour choisir l'IS si on est à l'IR ou inversement, eh bien, c'est un critère qui devient un petit peu neutre. Alors que par contre, l'impact social est plus important puisque le gérant, donc qui est associé unique de l'URL, lui va être considéré comme un travailleur non salarié, donc nécessairement sa protection sociale va être assez faible, tandis que dans le cas de la SASU, le président, qui est associé unique et dirigeant, lui va être assimilé salarié, donc la protection est plus importante, mais là encore, les cotisations du coup, sont plus onéreuses, donc c'est vraiment un arbitrage à faire entre voilà, la priorité sur le caractère onéreux ou sur la qualité, l'intensité de la protection. Alors maintenant, on va aborder le cas du choix donc, de l'entreprise individuelle. Donc, on rappelle, l'entreprise individuelle, c'est un mode d'exercice en nom propre. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de verser un capital social et on va dépendre du régime du travailleur non salarié. Et dans cette forme, donc, qui est la plus répandue, celle qui correspond à ce qu'on entend comme le statut d'auto-entrepreneur, dans cette configuration-là, on va avoir le choix entre deux régimes différents, le régime réel ou le régime de la micro-entreprise. Mais en aucun cas, ce qu'on appelle le régime réel ou la micro-entreprise, ce ne sont pas des statuts différents, c'est juste un régime possible, enfin des deux régimes possibles à l'intérieur d'une même structure. Voilà. Alors, les éléments de comparaison, donc entre le régime réel, toujours au sein de l'entreprise individuelle, ou bien le régime de la micro-entreprise, donc on va les étudier. Alors, je vais vous montrer un tableau où ça va être plus clair. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, tout le monde ne peut pas choisir le régime de la micro-entreprise. Il y a des conditions pour ça. Alors, les conditions, première condition, chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Quand on démarre, en général, on remplit cette condition. On n'a pas un chiffre d'affaires supérieur à ce montant. Par contre, pour pouvoir bénéficier du régime micro-entreprise à l'intérieur toujours de l'entreprise individuelle, il va falloir qu'on exerce une activité dite compatible avec le régime. Et là, il va falloir être vigilant parce que toutes les activités ne sont pas des activités compatibles et notamment les activités qui relèvent en fait d'une profession réglementée ou organisée autour d'un ordre comme les architectes, comme les géomètres, les psychologues, les psychothérapeutes et même aussi les infirmiers, les infirmières. Donc, si vous avez déjà
une activité qui est en place et qui est structurée sous la forme d'une entreprise individuelle pour exercer, par exemple, la profession d'infirmier, infirmière, eh bien, il ne sera pas possible pour les besoins de votre nouvelle activité dans le secteur voilà, de la relation d'aide ou du bien-être. Admettons, si on prend l'exemple, une activité de réflexologie plantaire, admettons, il ne sera pas possible de choisir pour cette nouvelle activité le régime micro-entreprise puisque vous serez déjà en exercice sur un mode individuel, entreprise individuelle, au titre d'une profession qui ne permet pas l'accès à ce statut-là. Et donc, votre activité nouvelle va suivre finalement le régime de votre activité principale. C'est un principe en droit, l'accessoire suit le principal. Donc voilà, si vous avez déjà une activité qui est considérée comme non compatible avec le régime micro-entreprise et qu'elle est déjà structurée sous la forme d'une entreprise individuelle, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de choisir le régime de la déclaration contrôlée, donc le régime réel. Déclaration contrôlée, c'est simplement le nom qu'on donne au régime réel quand on l'applique aux professions libérales. Alors, une fois que voilà, vous avez étudié la possibilité de bénéficier, d'être éligible au régime de la micro-entreprise, on va voir effectivement les différences qu'il va y avoir et essentiellement dans le mode de détermination de l'imposition, donc le régime fiscal, en fait, qui va être applicable. Dans le régime réel, c'est le bénéfice qui est imposable. Donc, le bénéfice, c'est la différence entre toutes les recettes qu'on a encaissées au cours de l'exercice et puis toutes les dépenses qu'on a effectivement payées, les frais professionnels. Donc, c'est uniquement ce bénéfice qui va être imposable et ensuite le taux va être le taux qui va être appliqué et le taux que vous connaissez déjà puisque c'est le taux de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif hein, qui est déjà appliqué sur vos revenus professionnels. Donc, ce barème, il va varier hein, selon des tranches entre 0, 11%, 30%, 40%, 45%. Voilà. Donc, les taux vont être déterminés en fonction de votre foyer fiscal et pas uniquement de vos activités d'entrepreneur, puisque on est dans le cas où une entreprise individuelle ne crée pas une structure autonome séparée et la continuité de votre personnalité physique. En régime micro-entreprise, là, ça va être différent puisque ce qui va être imposé, c'est le chiffre d'affaires. Donc là, le chiffre d'affaires, ça ne va pas permettre de faire beaucoup de déductions. Donc, c'est l'administration fiscale qui considère un peu à votre place que vos charges, ça va équivaloir à 34% de votre chiffre d'affaires. Et donc, il va procéder par lui-même à une sorte d'abattement forfaitaire de 34%. Et là, c'est sur cette base-là, votre chiffre d'affaires, votre CA, diminué de 34%. Et c'est sur cette base-là qu'il va calculer l'impôt. Donc, selon, là aussi, le barème progressif hein, qu'on a cité tout à l'heure. Donc, bien sûr, si vous anticipez que vous allez avoir des charges, des frais professionnels, des investissements importants pour la réalisation de votre activité, eh ben, vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt d'aller sur le terrain de la micro-entreprise parce qu'elle ne vous permettra pas de déduire des frais professionnels au-delà finalement de ces 34%. Donc tout l'enjeu, ça va être de vraiment pouvoir bien valoriser, évaluer la quantité et le montant des charges professionnelles que vous êtes susceptible d'avoir pour voir s'ils dépassent ou non ce montant. Et pour ce faire, vous pouvez aller utiliser, et je vous invite vraiment à utiliser les outils de simulation qui sont disponibles sur le site de l'administration fiscale impôts.gouv.fr. Et également, vous pouvez utiliser un même outil de simulation disponible sur le site de l'URSSAF pour le volet des cotisations sociales. Donc, pour reprendre donc au niveau du régime micro-entreprise, vous avez tout de même une possibilité qui vous est offerte, toujours sur le plan. Alors là,
pour le coup, sur le plan fiscal uniquement, c'est l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ce versement libératoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait c'est un peu le prélèvement à la source, hein, si vous voulez, et ça va enclencher un système d'imposition un petit peu différent, c'est-à-dire que là, vous n'avez aucun abattement, même pas les 34% qui étaient applicables ou appliqués par l'administration fiscale sur le régime fiscal standard de la micro-entreprise. Là, vous n'avez aucun abattement. Ce qui est imposé, c'est votre chiffre d'affaires. Par contre, il est imposé à un taux réduit, 2,2%. Donc, c'est vraiment un calcul, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire les simulations, c'est vraiment un calcul à faire entre d'un côté, au régime réel, finalement une assiette d'imposition qui va être réduite puisqu'elle permet d'avoir déduit toutes les charges, mais avec un taux d'imposition important. Et puis ce régime micro où, selon qu'on choisit ce système de versement libératoire ou non, va permettre de bénéficier d'un taux réduit, mais l'assiette d'imposition est importante vu que vous n'aurez pas pu déduire aucun frais professionnel dans le cas du versement libératoire. Et sinon, dans le cas où vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, et bien là, vous aurez simplement cet abattement de 34%, qui n'est pas énorme, et vous allez relever du barème progressif pour l'imposition. Voilà. Alors, autre différence sur le plan fiscal entre donc l'entreprise individuelle au régime réel par rapport à celle en micro-entreprise, ça va être la possibilité ou non d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, il va être rendu possible en option lorsqu'on est au régime réel. Par contre, c'est impossible quand on est au régime micro-entreprise. Quel peut être l'intérêt d'opter pour l'impôt sur les sociétés, donc quand on est au régime réel, donc de la déclaration contrôlée? Eh bien, c'est le cas si vous avez beaucoup de charges, beaucoup de frais professionnels. Donc, en ayant beaucoup de frais professionnels, le régime micro va pas forcément être très intéressant puisqu'il ne vous permettra pas de déduction. Mais que, en parallèle, il se trouve que dans votre foyer fiscal, vous avez des revenus importants, vous ou votre conjoint, puisque tout ça s'apprécie au niveau de votre foyer fiscal. Donc, si l'imposition de votre conjoint ou la vôtre, hein, si vous avez d'autres activités, enfin bon, si tous ces revenus cumulés vous amènent à être imposables au titre du barème progressif dans des tranches assez hautes, c'est-à-dire en gros supérieur à 15%, eh bien, vous pouvez avoir un intérêt à opter pour l'impôt sur les sociétés, parce qu'il va vous permettre d'être imposé uniquement déjà sur votre bénéfice et uniquement à hauteur de 15%. Voilà, 15% jusqu'au montant de 42 500 €. Donc après c'est 25%. Enfin bon, ça permet quand même d'avoir l'application du taux de 15% sur sur une grande partie des revenus. Donc voilà, et en plus, dans ce système d'IS, la rémunération que vous allez vous verser en tant qu'entrepreneur, eh bien, sera déductible elle aussi du résultat fiscal. Donc ça peut être intéressant. Alors maintenant, on va envisager la comparaison du régime réel par rapport au régime micro, toujours à l'intérieur de la structure d'entreprise individuelle, du point de vue de la protection sociale et des modalités de calcul des cotisations. Donc, au niveau de la protection, étant donné, hein, on le sait, que quoi qu'il arrive en régime d'entreprise individuelle, la protection sociale n'est pas optimale. Les points communs entre les deux régimes, ça va être le taux de remboursement des dépenses de soins. Voilà. Là, pour ce qui est des remboursements des dépenses de soins, il y a une assimilation au régime salarié, ce qui fait qu'on a plutôt un bon remboursement. Par contre,
sur le système de versement d'indemnités journalières, là, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus compliqué parce que donc en régime micro, on va avoir des seuils de revenus à remplir avant de pouvoir prétendre à l'allocation d'indemnité journalière. Au niveau des accidents du travail, voilà, il n'y a pas véritablement de protection en cas d'accident du travail. En matière d'allocation familiale, la CAF, là, les travailleurs non salariés bénéficient des mêmes droits que les salariés, donc voilà, c'est plutôt une bonne protection. Pour le régime de retraite, alors on va voir le régime de retraite. Là, on va avoir une véritable différence entre le régime réel et le régime micro, parce que donc en régime réel, on va avoir la possibilité de valider 3 trimestres automatiquement sur une année, quel que soit le montant de ses revenus. Voilà. Alors que en régime micro, il va falloir atteindre un certain niveau de revenus pour pouvoir valider des trimestres. Voilà. Donc les revenus qu'il va falloir atteindre. Donc, si on veut valider un trimestre, ça va être 2880 €. Si on veut 2 trimestres, ça va être 4560 €. Si on veut 3 trimestres, 6840 €. Et si on en veut 4, il en faudra 9120. Voilà. Et voilà, si on n'atteint pas ces seuils, les trimestres ne sont pas validés. Les charges sociales. Les charges sociales, elles vont avoir aussi une modalité de calcul qui va être très différente selon qu'on va être au régime donc réel ou au régime micro-entreprise. Pourquoi? Parce que au régime réel, elles vont représenter environ 45% du revenu imposable. Donc 45%, c'est beaucoup, mais ça s'applique sur le revenu imposable. Donc une fois qu'on a déduit toutes les charges, là aussi c'est un calcul. C'est pour ça que cette simulation-là, on peut la faire sur le portail de l'URSSAF. En plus, donc au régime réel, si on n'a pas du tout de revenus, eh bien il y a quand même des cotisations minimales à payer, ce qui fait qu'on peut se mettre en risque de ne pas avoir de recettes, mais pour autant d'être appelé sur des cotisations. Au niveau donc de la micro-entreprise, là, les charges sociales, elles vont représenter un taux de 21,2%. Donc, bien sûr, ce taux est bien inférieur à celui des 45% du régime réel. Par contre, ça s'applique sur le chiffre d'affaires. Donc là, sur l'ensemble de vos recettes, sans aucune déduction. Donc, nécessairement, voilà, ça peut amener à là aussi finalement des montants importants. Il faut vraiment faire ce calcul pour savoir ce qui est le plus opportun, le plus important pour vous. Alors, concernant l'assurance chômage. Bon, alors en entreprise individuelle, voilà, il n'y a quasiment pas d'assurance chômage. Voilà, donc c'est effectivement un risque en cas de perte d'activité ou de clientèle. Il existe néanmoins un dispositif qui s'appelle l'ATI, ATI, mais c'est un dispositif assez restrictif. C'est-à-dire que déjà, le montant auquel on peut prétendre va être limité, va être compris entre 600 et 800 € par mois. Et les conditions d'éligibilité vont être assez restrictives. Alors, je vais vous les indiquer. Alors, il va falloir que votre activité ait cessé pour une raison involontaire, hein, bien sûr, indépendante de votre volonté. Et il va falloir que vous ayez quand même exercé votre activité pendant 2 ans et qu'au cours de ces 2 années, vous ayez généré des revenus supérieurs à 10 000 €. Et il faudra aussi que vous n'ayez pas dans votre de par vos revenus par ailleurs accès à des ressources supérieures au montant du RSA. Alors maintenant, on va envisager le régime de la TVA.
Donc la TVA, bon, au final, qu'on soit au régime réel ou au régime micro, ça va pas avoir une grande incidence parce que on aura toujours la possibilité dans l'un et l'autre cas d'opter pour l'une et l'autre option. Ce qu'il faut retenir, c'est que la TVA, elle devient obligatoire au-dessus d'un seuil qui est fixé à 36 800 €. En dessous, on a la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Et donc, c'est une exonération de TVA. C'est-à-dire qu'on n'est pas assujetti à la TVA. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas censé aller facturer de la TVA au client, ce qui fait que le prix de la prestation est plus accessible pour le client puisqu'il n'y a pas 20% de ce montant qui doit repartir à l'administration fiscale au titre de la TVA. Revers de la médaille, évidemment, tous les frais professionnels qu'on peut avoir, dans ces cas-là, ne nous permettent pas de récupérer la TVA ou de la déduire du montant de TVA collecté. Donc, on continue à faire les dépenses TTC, à supporter le coût de la TVA en tant que consommateur final lorsque l'on fait des dépenses d'approvisionnement. Mais par contre, voilà, ça nous permet de ne pas facturer les clients et donc de ne pas gonfler le prix de la prestation. Donc le principe, c'est la franchise en base et de principe dans le régime micro. Le principe est inverse dans le régime réel, mais même si je suis au régime réel, si je ne franchis pas ce seuil des 36 800 €, je peux opter pour la franchise en base. Et de la même façon, en entreprise micro, si j'estime pour des raisons qui me sont propres que j'ai un intérêt à opter pour la TVA, il est possible pour moi de le faire. Donc maintenant, on va comparer les obligations comptables. Alors là, évidemment, il va y avoir une grande différence. Le régime micro-entreprise est vraiment conçu pour être le régime de simplification maximale de toutes les obligations comptables et administratives. Donc oui, il va y avoir un très gros delta entre les deux, puisque en régime micro, on va simplement avoir à tenir un livre des recettes, un livre journalier des recettes, donc vraiment chronologique, avec l'indication de chaque consultation, le montant, voilà, quelque chose de chronologique et de détaillé à ce niveau-là. Mais ça s'arrête là. Alors que au régime réel, comme là évidemment on va devoir prendre en compte l'ensemble des dépenses, on va exiger donc la tenue d'une véritable comptabilité, c'est-à-dire tenue d'un livre journal qui va détailler donc les recettes et les dépenses enregistrées quotidiennement, une tenue des registres des immobilisations et des amortissements, et puis en fin d'année, eh bien, il va y avoir toutes les obligations comptables qu'on retrouve dans les sociétés, c'est-à-dire l'établissement d'un grand livre, d'un compte de résultat et d'un bilan. Donc là, le recours à un expert comptable en entreprise individuelle n'est pas obligatoire, mais si vous êtes en régime réel, il est fortement conseillé, sauf si vous avez des compétences particulières en la matière. En ce qui concerne les frais d'immatriculation, voilà, il va pas y avoir une très grande différence. Le régime réel va équivaloir à un montant de 150 €, alors qu'on ne va pas avoir de frais d'immatriculation pour le régime micro-entreprise. Donc, en termes financiers, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les points d'attention? Eh bien, c'est que déjà, le régime micro est réputé être moins cher, mais c'est vrai pour autant qu'on ait très peu de frais de fonctionnement. Dans le cas contraire, il faudra absolument faire la simulation fiscale et sociale dont on a parlé pour voir ce qui est le plus intéressant dans notre situation particulière. Au niveau fiscal, si votre foyer fiscal a un taux d'imposition d'impôt sur le revenu élevé, comme par exemple voilà, les revenus du conjoint qui sont élevés, etc., il va vraiment falloir étudier la possibilité ou non de bénéficier du versement libératoire avant de choisir le régime micro, parce que sinon le taux d'imposition eh bien, sera très important.
En régime micro, le choix du versement libératoire, il faut absolument le proscrire si vous êtes dans le cas de ne pas être imposable. Parce que si vous ne franchissez pas le seuil d'imposition pour l'impôt sur le revenu, eh bien, si vous choisissez le versement libératoire, vous serez prélevé à la source, quoi qu'il arrive, alors même que vous n'auriez pas été imposable autrement. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Et c'est irrécupérable par la suite. Donc voilà, si vous n'êtes pas imposable, il faut surtout pas opter pour le versement libératoire. Voilà, alors nous arrivons au terme de cette partie consacrée à la présentation des différentes façons de structurer votre projet de création d'entreprise. Je vous invite pour voilà, l'étude de votre situation personnelle à utiliser les outils de simulation qui sont disponibles donc sur le site pour l'aspect fiscal, sur le site impôt.gouv.fr. Pour les aspects cotisation sociale, sur le portail de l'URSSAF. L'URSSAF se présente comme un partenaire des créateurs d'entreprises, donc il peut être utile vraiment de les solliciter pour avoir des compléments d'informations. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de la maison des professions libérales de votre région, qui sont de très bons interlocuteurs, qui vous permettent, qui vous proposent aussi des parcours du créateur d'entreprise pour aller plus loin sur certains sujets. Donc ça peut être très intéressant pour vous d'intégrer ce type de parcours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve pour la suite. Donc, cette nouvelle vidéo pour la présentation des possibilités de cumul entre l'entreprise individuelle et d'autres activités, voire d'autres statuts.